Bonjour tout le monde. D'abord, ça me fait drôle d'être ici 10 ans plus tard, parce que là, 10 ans, je préparais mon spectacle des finissants ici. Donc, je m'appelle Simon, je suis paramédic depuis 7 ans. On est très heureux, toute la gang, d'être ici pour vous présenter notre activité de sensibilisation. Le projet Envie de conduire est né il y a un peu plus de 4 ans, déjà. C'est en discutant avec mon directeur, Éric, que l'idée est venue. Cette activité de genre se faisait un petit peu partout dans les régions du Québec, puis dans Charlevoix, il n'y avait rien là, qui se faisait encore, à ma connaissance. Fait que Éric m'a mis un défi un petit peu d'organiser ce genre d'activité-là. C'est un défi que j'ai accepté. À l'aube de votre bal définissant, de l'obtention de votre permis de conduire, si ce n'est pas déjà fait, et de la période estivale qui est tant attendue, il était important pour nous de vous livrer ce message. C'est donc avec l'aide de Julie, Éric, de nombreux partenaires, comme la Société de l'assurance automobile du Québec, la Commission scolaire de Charlevoix, tout le personnel de votre école, ainsi que nos collègues de la Sûreté du Québec, que l'activité a pris forme dans les derniers mois. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de William. En 2016, tout juste âgé de 18 ans, William a fait un gros accident de voiture. Il va vous raconter son histoire. Merci à William puis à son père d'être ici aujourd'hui puis d'avoir embarqué dans le projet avec tant d'enthousiasme. Vous allez également faire connaissance avec des intervenants du monde de l'urgence qui ont à faire face à ce genre d'événements tragiques. Bien, sachez que tout le monde, ça vient nous toucher de différentes façons, ces événements-là. Pour commencer, je vous laisse avec M. Steve Desbiens et Laurie Bergeron de la Sûreté du Québec. Je souhaite une belle conférence. Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de vous rencontrer dans le cadre de l'activité de sensibilisation Envie de conduire. C'est une activité à laquelle on prend part depuis ses débuts. Une activité organisée par nos collègues de la CETAC auquel on a accepté de participer volontiers. Évidemment, quand on pense aux policiers, aux services policiers en général, souvent on va avoir tendance à penser beaucoup au volet d'intervention, au volet de répression qui est fait. Cependant, on croit vraiment que d'agir en prévention, de vous rencontrer, de vous donner de l'information sur les enjeux, pour vous amener à réfléchir puis à aboutir à une réponse à ça qui vous est personnelle, à prendre une décision, d'adopter vous-même un bon comportement. Le but, c'est vraiment ça. Vous donner l'information pour que vous décidiez par vous-même, que vous preniez la meilleure décision possible. Donc, c'est un peu ça notre but. Donc, je vous cède la parole à Laurie. Donc, pour nous, les policiers intervenants en milieu scolaire, donc moi, je suis du côté de Charlevoix-Est et Steve est ici, évidemment, vous le connaissez. C'est bien certain que c'était primordial pour nous autres de promouvoir l'adoption des comportements sécuritaires au volant. Tout au long de la présentation, on va vous expliquer un petit peu quels sont nos rôles lors des interventions en matière de collision, un petit peu comment ça fonctionne. On va vous expliquer les grandes lignes. Ensuite de ça, on va vous parler un petit peu de statistiques et puis on va terminer en vous suggérant là, des méthodes alternatives à vos moyens de transport lors de vos festivités ou, par exemple, votre bal de finissant. Donc, pour commencer, ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que selon la statistique, les collisions avec blessés graves, tendent à diminuer avec les années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, la moins bonne, c'est que souvent, les jeunes sont surreprésentés dans ces événements-là. Les raisons, bien, il y en a deux. Hein? Il y a souvent la témérité et aussi l'inexpérience qui fait que les jeunes sont impliqués dans les collisions. Les jeunes sont titulaires de 10 % des permis de conduire environ, donc ce n'est pas beaucoup. Par contre, on remarque que dans 25 % des cas, ils sont impliqués dans une collision mortelle et dans 30 % des cas, ils sont impliqués dans une collision avec blessés graves. Donc, vous voyez que les chiffres sont quand même évocateurs. Hein? On a peu de titulaires de permis de conduire, mais quand même un fort pourcentage de jeunes conducteurs impliqués dans les collisions. Donc, ça parle quand même beaucoup. Ici, sur le territoire de Charlevoix, en ce qui a trait aux collisions, l'an passé, en 2018, on a compté 4 collisions mortelles et 9 collisions avec blessés graves. Donc, on compte Charlevoix, là, tout le comté de Charlevoix. En 2019, à venir jusqu'à maintenant,
on a une collision mortelle et une collision avec blessé grave. On n'a pas les statistiques ou les raisons, mais sachez que souvent, les principales raisons sont la vitesse, la conduite avec des capacités affaiblies et les textos au volant. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je vais vous expliquer un petit peu le processus d'intervention. Le processus d'intervention policier sur une collision. Vous voyez que j'emploie délibérément le terme collision et non le terme accident, hein, parce que c'est important. Souvent, un accident, quand on entend ce terme-là, on va penser que c'est un accident, il n'y a pas de responsable de tout ça. C'est pour ça que délibérément, on choisit, nous, de ne pas employer ce terme-là. C'est une collision, puis une collision, il y a des causes, il y a quelque chose qui a mené à ça, puis nous, c'est notre travail de découvrir c'est quoi. Donc, dans notre processus d'intervention au niveau des policiers, notre premier souci, quand on va arriver sur une collision, ça va être de sécuriser les lieux. Sécuriser les lieux pour éviter qu'une autre collision se produise, puis aussi créer un environnement sécuritaire pour que les premiers intervenants soient capables de travailler, qu'il n'arrive pas d'autres accidents, puis qu'ils soient en sécurité. Ensuite de ça, on va se préoccuper d'intervenir auprès des personnes qui sont impliquées dans la collision. On va vérifier leur état. En collaboration avec nos collègues, les paramédics, s'ils sont arrivés. Sinon, évidemment, on va débuter ça de notre propre initiative en arrivant sur place. Donc, on va intervenir, puis on va évaluer les gens. Il y a certaines personnes sur des collisions comme ça qui vont être décédées. Ça va être une mort évidente. À ce moment-là, on va le constater, puis on va se concentrer sur les personnes, par exemple, qui sont blessées, puis on va leur prodiguer les premiers soins. C'est important de dire que quand on est impliqué dans une collision, quand on est à l'intérieur d'un véhicule, souvent on peut présumer que ce véhicule-là va nous protéger un peu de tout ce qui va se passer, de toutes les collisions, qu'on est vraiment en sécurité. On est en 2019, il y a de la technologie dans les véhicules, on a des détecteurs, on a des coussins gonflables, mais sachez que ça crée beaucoup un faux sentiment de sécurité, ça. Par expérience, là, c'est vraiment, le véhicule offre vraiment une protection limitée. Quand vous allez, par exemple, circuler sur une grande route, où la limite de vitesse est à 90, si vous circulez à 90, déjà, si vous avez un impact à cette vitesse-là, imaginez deux véhicules qui se dirigent à 90 km/h l'un vers l'autre, puis ça s'arrête immédiatement comme ça, dans très peu de temps. L'énergie qui est emmagasinée dans les véhicules qui circulent, elle va avoir à se dissiper. Ça va être le véhicule qui va l'absorber. Vous voyez, les véhicules, ils sont démanchés, ils sont pliés en morceaux, mais vous qui êtes à l'intérieur, vous allez aussi absorber une partie de cette énergie-là. C'est ce qui fait que vous êtes blessé. Fait que c'est important plus vous allez rouler rapidement, plus votre véhicule va accumuler d'énergie et plus les dommages seront graves pour vous. Donc, il y a le volet sécurité, intervenir auprès de nos personnes impliquées. Il y a aussi le volet enquête. Je vous ai dit qu'on veut comprendre la collision. Bien, nous, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui a mené à cette collision-là. Pour ça, bien, on a plusieurs moyens d'enquête. On va faire un examen de la scène de collision. On va aussi demander des expertises au niveau des véhicules qui sont impliqués. Il peut y avoir des fois des problèmes mécaniques qui ont mené à la collision, puis ça, on veut savoir ça, ne serait-ce que pour l'identifier ou l'exclure de l'enquête. On va aussi rencontrer des témoins. On va rencontrer des conducteurs, des passagers, des témoins extérieurs, tout ça dans le but d'avoir le portrait complet de notre événement. Dans cette enquête-là, bien, on va obtenir des informations. Comme par exemple, si on a l'information à l'effet qu'un des conducteurs impliqués étant en état d'ébriété, avait consommé de l'alcool ou de la drogue, bien là, on va se diriger vers un dossier de conduite de capacité affaiblie. S'il n'y a pas eu de blessés, ça va être ça. S'il y a eu des blessés, des gens qui ont eu des blessures graves, ça va être conduite de capacité affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort s'il y a quelqu'un qui est décédé. C'est important aussi de parler d'autres comportements. Souvent, on va focusser sur l'alcool et la drogue. C'est très, très important d'en parler. Mais il y a aussi plein de comportements qu'on va avoir qui souvent vont être punis d'un constat d'infraction. Souvent, les policiers nous interceptent. On a fait un dépassement dangereux, on a fait une course, on a circulé trop rapidement, on a texté au volant. Mais sachez que malgré le fait que ces comportements-là peuvent être punis d'une infraction au code de la route, bien, dans un contexte de collision, par exemple, où quelqu'un serait décédé, en tenant compte de toutes les circonstances, ce sont des comportements qui peuvent mener à des accusations criminelles. Entre autres, si on donne un exemple d'avoir fait une course, d'avoir fait des dépassements dangereux, bien, on peut à ce moment-là être accusé de conduite dangereuse. Si quelqu'un a été blessé, encore là, de conduite dangereuse causant des lésions, et si quelqu'un est décédé, conduite dangereuse causant la mort.
Si on texte au volant, si on texte au volant puis il n'arrive rien, il n'y aura pas de problème. On peut avoir un constat d'infraction par un policier qui va nous attraper, qui va constater l'infraction. Si on texte au volant ou on utilise notre cellulaire puis on perd le contrôle puis on entre en collision avec une personne puis cette personne-là décède, bien là, on va tomber dans des infractions de négligence criminelle causant la mort ou négligence criminelle causant des lésions corporelles. Fait que c'est important d'avoir en tête que ces infractions-là, dans un contexte de collision, donne ouverture à des accusations criminelles. Des accusations criminelles, puis aussi, évidemment, le fait que pendant l'intervention, vous allez être arrêté, vous pouvez être détenu, vous pouvez avoir, ensuite de ça, à prouver qu'on peut vous remettre en liberté sous condition, puis ultimement, bien, vous pouvez être cité à procès puis être reconnu coupable. Je veux souligner aussi l'importance, là je parle beaucoup des conducteurs et des gens qui font des infractions, mais c'est important de parler aussi des témoins, des gens qui sont là. Par exemple, c'est les gens qui accompagnent quelqu'un dans un véhicule, qui décide, qui se met à rouler à haute vitesse, qui texte au volant, qui est en état d'ébriété. Bien, les gens qui voient ça, en fait, vous, pour la majorité du temps, quand vous êtes dans vos soirées et tout ça, bien, moi je vous encourage à intervenir. Parce que vous allez changer le cours des choses. La personne que vous allez empêcher de partir avec son véhicule en état d'ébriété, bien, vous allez possiblement lui sauver la vie ou sauver la vie d'une autre personne. Parce qu'effectivement, il faut être conscient que ça arrive, des collisions, puis c'est pas toujours qu'on s'en sort sans aucune conséquence quand on commet des erreurs. Donc, suite à l'intervention policière, donc oui, il y a une enquête qui se fait sur les lieux, évidemment, lors de la collision, mais il y a aussi une tâche que l'on doit faire qui vient malheureusement parfois avec ces événements-là. Cette tâche-là, c'est bien sûr, c'est l'annonce de décès. Malheureusement, c'est à nous, les policiers, que ça incombe. Okay? Donc, en plus de gérer avec toute la scène, toute la collision, tout le brouhaha, un peu de tout ça, eh bien, souvent, les policiers doivent aller faire l'annonce de décès après l'intervention ou des fois pendant. Si vous me demandez c'est quoi la tâche que je déteste le plus dans mon travail, bien, c'est sûr que je vais vous répondre que c'est faire une annonce de décès. Steve pourra en témoigner probablement lui aussi. En plus de composer avec la lourdeur de cette tâche-là, parce que lorsqu'on est sur notre intervention, on sait un petit peu vers où tout ça va nous mener. Comme policier, on voit aller les ambulanciers, donc on sait que ça s'en vient, mais il y a une course contre la montre aussi là, qui commence à ce moment-là. La course contre la montre, ben c'est très simple, c'est parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'accès très rapide et où que tout le monde a à Internet, on a tous des cellulaires, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, les témoins de la collision, ben qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? On filme, on prend des photos, on publie sur Facebook, on publie sur Instagram ou peu importe. On est des humains, on est des parents, nous autres aussi, des policiers. La dernière chose qu'on voudrait, ce serait qu'un parent apprenne le décès de son enfant en regardant Facebook. Donc, vous comprenez que ça, sur la scène, à ce moment-là, ça joue. Donc, on a un facteur, on se dépêche, on veut le plus vite possible intervenir à ce niveau-là. Donc, une fois que le constat est constaté, qu'on a la certitude que la personne est décédée, qu'on a aussi toutes les informations par rapport aux proches de la victime. Donc, prenons le cas d'un jeune, où est-ce que, faut aller annoncer le décès aux parents. Donc, on se met immédiatement en direction. Il n'y a pas 20 000 façons là, de faire. À 3 heures du matin, quand la police cogne chez vous à la porte, c'est pas pour vous annoncer une bonne nouvelle ou c'est pas pour venir prendre un café. On n'est pas là non plus pour... on ne veut pas étirer la sauce. C'est la dernière chose qu'on veut. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles magiques. Donc, on cogne à la porte. Le parent répond, « Madame Tremblay, je dois vous annoncer malheureusement que votre fille a été victime dans un tragique accident. Elle est décédée. » Donc, les paroles c'est très court, c'est une phrase, c'est cruel, mais on n'a pas le choix, il faut aller droit au but. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu
le reste de la scène, hein? Donc, les personnes s'effondrent. Il y a plusieurs réactions. On doit composer avec ça. Donc, oui, c'est difficile pour nous, mais c'est excessivement difficile pour la famille qui reçoit la nouvelle aussi. Une fois que tout ça est terminé, une fois que notre annonce a été faite, bien, encore là, qu'est-ce qui est cruel? Souvent, c'est qu'on demande aux parents de venir avec nous, nous accompagner à l'hôpital pour identifier le corps de la victime. Donc, c'est vraiment pas une tâche évidente ni agréable. C'est généralement l'annonce de décès ce qui termine l'intervention policière lors d'une collision. Donc, vous comprenez qu'après une intervention comme ça, on est souvent vraiment fatigué, puis que c'est quand même, on peut dire, on pourrait se dire un bon chiffre, comme on dit, t'sais. Suite à ça, pour éviter des événements comme ça, pour éviter qu'un policier ou peu importe, que tout le monde soit victime d'une collision, bien, c'est certain qu'il y a des façons, hein? Il y a des méthodes alternatives pour éviter de faire un mauvais choix, comme on vous expliquait tout à l'heure. Donc, il y a moyen d'éviter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on vous recommande, qu'est-ce qu'on vous suggère fortement, c'est de prévoir à l'avance vos déplacements. Donc, le bal des finissants, on sait quelle date, hein? On ne sait pas la journée même ni à 5 heures. Donc, vous avez le temps de vous prévoir. Vous pouvez vous prévoir entre vous autres un service de raccompagnement. Vous pouvez demander à vos parents. Vous pouvez appeler un taxi aussi. Et mettons, votre après-bal, peut-être envisager de passer la nuit à cet endroit-là. C'est toutes des petites pistes, un petit peu la réflexion qui peut se faire. Évidemment, vous pouvez aussi demander un conducteur désigné, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est d'essayer d'éviter votre véhicule personnel ou peu importe, c'est vraiment d'avoir une personne extérieure qui vient vous chercher puis vous raccompagner pour cette soirée-là. Puis c'est bon pour tous les événements, évidemment. De mon côté, c'est ce qui conclut pour ma part. Je vais laisser la parole à Steve. Par contre, moi, je tiens à vous dire de jamais oublier que ce n'est pas un droit fondamental que vous avez d'avoir un permis de conduire. Hein? Ce n'est pas la Charte des droits et libertés qui dit tout le monde a le droit d'avoir un permis de conduire. C'est un privilège que la société vous donne. Donc maintenant, c'est à vous de garder ce privilège-là puis de l'utiliser d'une façon réfléchie et prudente. Donc, en terminant, c'est ça. Moi, je veux vous inviter, on vous a donné beaucoup d'informations, mais je vous invite à réfléchir avant de poser un geste, essayer de voir plus loin, prendre un petit pas de recul, essayer de voir plus loin, puis envisager les conséquences qui peuvent se produire quand vous êtes au volant d'un véhicule, parce que des conséquences, il y en aura assurément. Il pourra en avoir sur vous, vous pourrez décéder, être blessé gravement, vous pourrez être accusé d'infractions criminelles, avoir des problèmes avec la justice, mais aussi l'élément central de tout ça, il pourra y avoir des conséquences pour les autres, hein, pour des personnes innocentes qui, eux, devront faire les frais de choix que vous avez faits, de mauvais choix que vous avez faits. C'est ce qui conclut notre présentation à notre niveau. Merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez vu dans les années passées cette activité-là, il y avait une simulation d'accident qui accompagnait ça. En fait, cette année, à cause que les arénas sont en rénovation, il n'y a pas de simulation d'accident. Par contre, on a fait différent un petit peu. Contrairement à la simulation, on avait des acteurs, la fausse fumée, les fausses voitures accidentées. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs. C'est toutes des vraies personnes qui interviennent sur des vrais lieux d'accident, qui sont victimes d'accidents. William va venir nous raconter son histoire, puis c'est pas un film, tout ça, c'est du vrai. Donc, on va maintenant avoir en fait aussi les images qu'on va vous montrer, c'est des vraies images. On va maintenant avoir l'espèce de clip de la journée d'accident de William.
Donc, on est chanceux, avec les images que vous venez de voir, là, d'avoir William avec nous autres pour venir parler de sa vie, en fait, avant, de l'accident, puis de sa vie maintenant, de nous faire un témoignage. Donc, William. Bonjour à tous. Mon nom est William Girard. Je m'appelle, j'ai 21 ans. J'avais 20 ans l'année passée, ça s'est passé à 18, j'avais tout à fait 18 ans. Je veux vous dire que ça peut, qu'en cours de route, j'ai des fous rires incontrôlables. Ou que mon articulation soit plus difficile, c'est dû à l'accident. Merci de votre compréhension. Maintenant, William, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ta vie avant l'accident? Bon, mais j'habitais et j'habite encore à la Malbaie avec mes parents. J'avais arrêté l'école pendant un bout de temps. Je travaillais chez la pépinière Charlevoix. Je m'occupais des plantes, je faisais du paysagement paysager, je travaillais à temps plein. Au moment de l'accident, j'étais retourné à l'école, aux adultes. Mes loisirs étaient le motocross, la chasse et la pêche. J'avais quelques bons amis. Il m'en reste rien qu'un de bons amis, dont certains que j'ai encore. J'avais quelques bons amis, mais de consommation, que je ne vois plus. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de l'accident? Oui. Le 20 mars 2016, je venais d'avoir 18 ans. Le 11 de mars, j'étais passager d'un Volkswagen, accompagné du conducteur. On a fait une course d'auto avec nos amis de consommation. La course se déroulait à Pointe-au-Pic. On était dans une zone de 50. Tirez-moi un chiffre, là, qu'on roulait. Non, moins que ça. 151. 151, là, c'est le diable. J'ai pas de souvenir de l'accident, mais habituellement, on fumait du pot avant d'embarquer dans nos voitures. J'avais déjà été passager dans d'autres courses d'auto. C'était pour l'adrénaline, la satisfaction d'aller plus vite que l'autre. Je savais que c'était dangereux, mais je pensais pas que une telle chose m'arriverait à moi. Avec le sable au sol, on a dérapé dans une autre auto qui venait en sens inverse. Les gens dans l'autre auto ont été blessés. Les ambulanciers étaient proches. Merci mon Dieu. Ce qui m'a sauvé la vie. J'ai été transféré immédiatement à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous parler des blessures que tu as subies pendant l'accident? Bon, bien, j'ai eu un grave TCC, un traumatisme cérébral très grave. Ouais. Avec un AVC au cervelet, le sens de l'équilibre. C'est pour ça que là, j'ai une canne de bitume là.
avec plusieurs fractures, entre autres le nez, les côtes, le fémur et le tibia. J'ai été dans le coma. Combien de temps vous pensez? C'est écrit encore. Ah, c'est vrai. On vend ton Qui punch à chaque fois. tabarnak. Qui rit? Au moins, vous riez. Ok, moi, je t'en râle. 10 jours. Et ensuite, ma mémoire n'enregistrait plus. Aucun nouveau souvenir. C'était pour... c'est pour cela que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de l'hôpital. Je suis resté pendant 2 mois. Maintenant, si tu peux nous parler un petit peu de la réadaptation. Bon, mais j'ai été hospitalisé à la IRDPQ. J'ai été pendant environ 10 mois. 10 mois, c'est long. C'est quasiment un an. Shit. Quand je suis arrivé, j'étais au transfert au lèvres patient. Ma mémoire ne marchait plus. Je portais des couches d'adulte. Être un adulte, là, puis porter des couches, là, c'est comme pas le temps. Chris. Non, ouais, Chris. C'est vrai. Je ne pouvais pas mettre de poids sur mes jambes à cause de mes fractures. Ma nourriture était gavée, hachée et liquidifiée, épaissie. J'avais besoin d'aide pour me laver et m'habiller. La réadaptation, là, c'est un peu comme la renaissance, où j'ai dû réapprendre à tout. Marcher, parler, manger, me laver, être autonome. Moi, j'ai reparti d'à zéro, là. J'avais 1 an, là, puis ça va pas de sens. On va regarder un petit vidéo en réadaptation. Ah, mais jeudi, Oui. j'ai pas d'ergo. T'as pas d'ergo? OK. Donc d'abord, tu vas l'enlever. OK, tu vas enlever ça. Moi, j'ai rendez-vous. Prends ton temps. C'est normal. Continue, mon homme. C'est très bon. C'est normal. Prends ton temps. Non. OK, voilà. Bon, c'est correct. C'est correct? Oh, oui, c'est parfait. Bon, je pense qu'on comprend bien. Tu vas voir là, Kylian. Maintenant, si tu veux nous parler un petit peu de ton retour à la maison. Oui. En mars 2017, j'étais en réadaptation après 2 ans de l'accident. L'objectif maintenant est de réorganiser ma vie chez nous. Est-ce que tu peux nous parler en fait des difficultés qui sont encore présentes pour toi dans ta vie? Oui. Au niveau physique, là, de grosses cicatrices, entre autres au tibia gauche, des tremblements. Ça, je fais de l'ataxie. Des problèmes de coordination des mouvements. De la vision double parce que j'ai été opéré à celui-là parce qu'il était croche. Puis là, ils me l'ont endurci. La médecine aujourd'hui, ils font des miracles. Vision, ça. Difficultés d'articulation. Problèmes d'équilibre. Au niveau des émotions et des comportements. Très impulsif. J'ai parfois des crises de colère et j'ai de la misère à me contrôler. Des émotions à fleur de peau. Des symptômes dépressifs qui varient dans le temps. Nombreux deuils à faire, difficiles à faire. Rire incontrôlable, mais là, vous n'avez pas trouvé. C'est correct. Je veux pas. Au niveau cognitif,
de gros problèmes de mémoire et de concentration. Fait que là, je mise à vouloir retourner à l'école, là, mais ça va être tough. Il va falloir que... J'ai besoin d'aide pour m'organiser et me planifier mes affaires. Je me fatigue rapidement. Ça, la fatigue, là, si vous n'avez pas eu, je n'ai tout le temps. Comme là, je n'ai, là, puis là, je me... rien que parler, là, c'est assez tough. Là. Puis, est-ce que tu peux nous parler des conséquences au quotidien que ça apporte, ça? Bon, je dois avoir un accessoire de marche. Je ne peux plus conduire. Il y a plusieurs activités que je ne peux plus faire. Je ne peux pas travailler ni aller à l'école. J'ai besoin de beaucoup d'encadrement parental. Je dois prendre beaucoup de médicaments pour aider à contrôler mon état. Fait que des médicaments, j'en prends ça de large, par ça de large. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y en a beaucoup. Il y en a à tonnes. Puis, depuis l'accident, peux-tu nous parler en fait des choses que tu as réalisées, ce dont tu es fier, puis tes réussites? Bon, ma fierté, là, c'est être persévérant, ne pas lâcher coûte que coûte. Je suis fier de marcher avec une canne parce qu'on pensait que je resterais en fauteuil roulant, même paraplégique, là, fait que je suis chanceux. Je suis maintenant capable de faire de la raquette et du vélo. Ouais, on va regarder un petit vidéo de William qui fait du vélo. En direction. La prochaine fois qu'on va tourner, on va faire le salon. J'ai jamais été. Lesquels, ça? De là, de l'autre. OK. J'ai jamais été. Non, mais ça, il faut y aller à pied. C'est escarpé, là. On peut pas aller là. C'est fou pareil, parce que j'ai eu un AVC au cervelet. Le cervelet, c'est le centre de l'équilibre, puis je suis capable de faire du vélo. Merci bien. Je suis capable maintenant de m'entraîner dans un centre de conditionnement physique seul. Je prends plus de potes, je prends rarement de l'alcool, ça c'est vraiment un plus, là. C'est une fierté pour moi parce que avant j'étais dépendant de ça. Faire un témoignage comme je le fais aujourd'hui même. Malgré tout, là, ces épreuves, j'ai gardé le sens de l'humour. Peux-tu maintenant nous parler de tes projets d'avenir? Bon, mais mon père et moi, on a l'idée de se construire une petite ferme. Peut-être faire du bénévolat. Faire des témoignages comme je le fais aujourd'hui. Que mon expérience puisse servir à d'autres. Fait que la vitesse, là, c'est pas compliqué, c'est non. Il faut avoir la tête, là, sur le volant, avec le volant. En terminant, s'il y avait un message que tu pouvais laisser aux étudiants de secondaire 5, ce serait quoi? Bon, mais avant l'accident, là, je me croyais invincible. Je ne croyais pas qu'un accident pouvait m'arriver. Mais regardez-moi aujourd'hui. L'accident est arrivé. Pensez pas que vous êtes invincible. Des accidents, ça peut changer une vie à tout jamais. Faut pas embarquer avec des fous de la route ou des imprudents de la route. Parce que ça peut détruire une vie en un claquement de doigts. Ne pas ignorer nos parents lorsqu'ils parlent de nos conseils, de leurs conseils. Des épreuves, là, vous allez en connaître. Vous en connaître dans toute votre vie. Vous allez en rencontrer toute votre vie. Moi, je l'ai rencontré, mais je me relève. Merci de votre écoute. Tu peux laisser là.
Tu peux le laisser là. Un gros merci à William. Tu peux t'asseoir si tu veux 2 secondes. Maintenant, je vais prendre le micro. Maintenant, je vais vous présenter, en fait, on va présenter aussi William, c'est Jean-Sébastien. Jean-Sébastien était aussi dans la vidéo. C'est un des 2 ambulanciers qui a transporté William à l'hôpital la journée de son accident. Donc, il va venir nous parler un petit peu. Fait que bonjour à tous. Mon nom, comme Julie l'a dit, c'est Jean-Sébastien. J'étais l'ambulancier qu'on voit avec William, là. Pas lui celui qui court, mais l'autre avec les gants mauves. Moi, je suis ambulancier à la SETAC depuis 7 ans. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous parler qu'il y a un humain derrière l'uniforme. Souvent, on pense qu'on est invincible, mais non, il y a un jeune homme de 25 ans qui était sur les lieux cette journée-là, qui a eu des émotions. Je vais vous commencer par vous conter ma journée du 20 mars 2016, comment moi je l'ai vécu. J'ai débuté ma journée comme toutes les autres que je commence à 8 heures le matin, en me disant que la journée va être tranquille et que rien ne se passerait. Comme à l'habitude, ça a été un avant-midi tranquille. Vers 13 heures, après mon dîner, la centrale nous a donné un appel pour un accident de la route dans le secteur de Pointe-au-Pic à la Malbaie. Ce qui s'avère, les premières constatations qu'on a, c'est que ça va être un accident mineur. Secteur Pointe-au-Pic, une zone de 50 km/h, qui n'a pas vraiment de lumière et de zone de vitesse. Ça doit être un accident mineur. Toutefois, rendu au véhicule, on apprend qu'il y a 3 autres véhicules ambulanciers qui ont été affectés sur l'accident. Et quelques moments plus tard, que les mâchoires de vie, les outils de désincarcération des pompiers vont être affectés également. Fait qu'on se dit, moi et mon collègue, que c'est pas un accident banal qu'on va vivre. On arrive sur les lieux environ 3 minutes après l'appel. On remarque que le chaos est sur place. Tous les gens des restaurants aux alentours avaient sorti. Tous les gens de la piste cyclable se sont dirigés sur les lieux et tous les automobilistes avaient arrêté pour porter assistance. On est la première ambulance à arriver sur les lieux ainsi que les premiers intervenants. Le jeune homme de 25 ans, qui est moi, sort du véhicule ambulancier. La première chose que je remarque, c'est William. On remarque que William était assis dans le Volkswagen, puis que le poteau principal du véhicule, il est plus loin qu'on n'est pas capable de toucher, qui est rendu dans son visage. Il est inconscient, puis que j'entends au loin sa respiration qui est très difficile. Mon collègue, lui, va faire le tour des autres personnes, puis on constate rapidement que William, sa survie est incertaine, donc ça va être le prioritaire. Rapidement, on le sort du véhicule, on l'amène dans le véhicule ambulancier, puis à ce moment-là, William, sa respiration l'a arrêté. On a commencé les assistances respiratoires, puis on s'est dirigé rapidement vers l'hôpital, qu'on a contacté, puis qu'on lui a dit, je m'en viens à l'hôpital avec un jeune homme dans la vingtaine, inconscient, qui ne respire plus. Sa survie va être incertaine. Rapidement, le personnel soignant s'est préparé dans la salle de réanimation. Ils sont mis directement, toute l'équipe se sont mis sur William pour tenter de lui sauver la vie. Par la suite, moi, je n'ai pas le temps de réfléchir. Je n'ai pas eu le temps de voir si j'ai quelqu'un que je connaissais, un membre de ma famille, un ami ou un proche. Je n'ai pas eu le temps de penser à ça. Mais il faut aussi rapidement que je puisse, il faut que je retourne sur les lieux d'intervention pour aider les autres personnes. Fait que je quitte l'hôpital sans savoir si William va survivre. Je finis ma journée le soir vers 19h, puis je retourne chez nous à la maison. La première chose, c'est que je tente de laisser l'émotion dans l'uniforme, mais à la maison, les gens me posent des questions. Est-ce que tu étais sur l'accident? Est-ce que c'est des gens qu'on connaît? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as vu des choses? 1, je ne peux pas répondre par le secret professionnel, puis 2, je ne le sais pas. Je ne sais pas si je le connaissais, William, je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un de mon âge que je me dis, j'ai peut-être été à l'école avec, ou c'est peut-être un ami, mais je ne suis pas au courant. Le soir, je me couche, c'est là que tout me frappe en plein visage. Je revois toutes les émotions, je revois toutes les choses que j'ai vues dans ma journée, seulement le soir couché. Je revois les images, je réentends la respiration de William sur les lieux. Je peux vous dire dans quelle position il était et quelle couleur de culotte qu'il portait. Puis là, on se dit, ben, le matin, ça va passer. Le matin, on se réveille, puis la première chose qu'on voit en prenant notre café, c'est TVA Nouvelles. On voit les images, on voit les témoignages. Par la suite, j'ouvre mon Facebook, on revoit des images encore. C'est seulement que quelques mois plus tard que j'apprends que William est sorti du coma. C'est seulement que quelques mois plus tard que les traces sur la chaussée ont disparu de toutes les marques de pneus ainsi que les marques du moteur qui étaient sur la chaussée. C'est seulement quelques mois plus tard que j'ai pu tourner la page à cet événement. C'est avec fierté aujourd'hui que je suis ici,
3 ans plus tard, à côté de William, qui est un miracle, selon moi, pour un parcours aussi exceptionnel. C'est 3 ans plus tard que je suis ici pour vous parler. Dans le cadre de mon travail, qui parfois s'avère que je vois plus souvent l'autre côté de la médaille des mauvaises décisions. Fait que prenez les bonnes décisions. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, un super beau bal définissant, un bel été puis un bel avenir. Merci beaucoup. En compagnie de Julie Dubuc, cette année, encore une fois, on a eu droit aux conférences Envie de conduire. Et bon, on sait que ça fait plusieurs années qu'on fait ça, 2-3 ans, mais souvent on a l'impression, on se dit, est-ce qu'on se répète, mais veut pas, on se répète jamais et c'est important de le livrer à chaque année aussi. Oui, en fait, c'est la 4e édition cette année. On a modifié. Les 3 autres années, là, c'était semblable, bien que la clientèle soit différente. En fait, c'est toujours des secondaires 5, ça se renouvelle. Mais cette année, on a renouvelé la formule en entier puisqu'il y avait la rénovation des arénas. On a fait ça sous forme de conférence avec des nouveaux invités. En fait, William qui vient nous livrer un touchant témoignage là, suite à son accident survenu en 2016. Depuis, vous avez dit, ça fait 4 ans que vous faites cette activité-là. Et vous, en termes de sur la route, en termes de paramédics, de policiers, peu importe, est-ce que vous avez vu un changement à la force de répéter les informations? Est-ce que ça diminue avec le temps aussi? On est en montagne russe. Bien, c'est sûr que nous, on n'est pas à même de voir directement les impacts de ça. Par contre, à la sortie des événements comme ça, les élèves viennent nous voir, ils viennent nous parler, ils viennent nous dire que ça les a touchés puis que ça les avait vraiment fait réfléchir. Sur la route, on ne le voit pas en soi nécessairement, on est dans le feu de l'action, mais vraiment, on voit un impact. Les gens, quand ils nous croisent dans la rue, ils nous en parlent. Souvent, quand on regarde ça, oui, on se pense, on se dit que, bon, des fois, les petites manœuvres qu'on fait au volant, c'est pas si pire, mais quand on regarde ça, finalement, parfois, on peut se trouver un petit peu, là, excusez-moi le terme, idiot de notre conduite. Et ça, bien, ça fait réfléchir pour tout le monde, même pour vous aussi, entre autres. Oui, en fait, bien, c'est ça qu'on leur dit aux élèves. On n'est pas venu ici pour leur faire la morale nécessairement parce que tout le monde en a fait des erreurs. On en a fait quand on était adolescent, on en fait encore. Puis c'est pour ça qu'on en parle, en fait, pour sensibiliser puis pour essayer d'arrêter ces comportements-là, mais pour tout le monde. Cette année, avant, on avait des simulations d'accidents, mais en raison des rénovations aux arénas, on a un peu changé la formule de tout ça. Les commentaires que vous avez reçus par rapport aux 2 prototypes, quels ont été les sujets? Bien, les gens, à premier abord, étaient déçus parce que la simulation d'accident, c'était quand même punché. Puis, finalement, on a beaucoup de bons commentaires sur la formule comme elle était aujourd'hui, sans la simulation d'accident. C'est sûr que le témoignage de William qui vient de la Malbaie, c'est un gars d'ici, ça rend les choses vraiment réelles. La simulation d'accident, c'est des acteurs, il y a des témoignages, oui, mais là, c'est vraiment du vrai qu'on a devant nos yeux. C'est impressionnant. Et là, par exemple, pour l'an prochain, si on a le choix de revenir avec la formule actuelle ou la simulation d'accident, comment vous allez voir tout ce prototype-là? Là? Écoutez, on a eu des discussions dans l'équipe, on a eu des discussions avec l'extérieur. Là, c'est vraiment pas encore fixé. On a de toute façon 1 an, on va faire notre réunion d'après les conférences puis tout ça pour voir. Là, c'est sûr que le côté simulation, on l'apprécie beaucoup, mais le fait que c'était pas dans les arénas, c'était beaucoup plus intime de la façon qu'on l'a fait, ça a été vraiment beaucoup apprécié. L'important, c'est de plaire au public, donc on va voir l'année prochaine comment on va procéder. Excellent. Julie Dubuc, merci beaucoup. Et de retour l'an prochain pour peut-être un prototype ou un autre. Ça reste à suivre. Merci. Merci beaucoup.